C'est l'un des latérales droits les plus explosifs que le monde ait jamais connu. Un joueur parti de rien, des quartiers populaires de Getafe, en Espagne, où ses parents, immigrés marocains, gagnaient péniblement leur vie pour faire vivre leur famille et qui s'est hissé au rang d'icône mondiale du football. Achraf Hakimi, l'homme qui a aidé le Maroc à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Fans erupted on Saturday as Morocco wrote World Cup history. L'homme qui a remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. L'homme largement considéré comme le meilleur arrière-droit de la planète en 2025. Mais aujourd'hui, en ce début d'année 2026, ce ne sont pas ses buts, ses passes décisives ou sa vitesse de pointe qui font parler de lui. Quelque chose de bien plus sombre. The Paris Saint-Germain defender will face trial over allegations. Une accusation de viol qui pèse sur lui depuis février 2023 a désormais été officiellement renvoyée devant les tribunaux. Son nom fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons, et le monde du football ne sait pas quoi penser. Revenons donc là où tout a commencé, car pour comprendre la gravité de ce moment, il faut comprendre jusqu'où Hakimi était monté. Point, cette chute pourrait être profonde. Achraf Hakimi est né le 4 novembre 1998 à Madrid, en Espagne. Son père, Hassan Hakimi, était originaire d'Ouedzem, une petite ville de la province de Khouribga, au Maroc. Sa mère, Saïda Mou, venait de Ksar el-Kébir, dans le nord du Maroc. Ils avaient tous deux émigré en Espagne à la recherche de meilleures opportunités, s'installant à Getafe, une banlieue ouvrière à la périphérie sud de Madrid. Son père vendait des articles dans la rue, sa mère travaillait comme femme de ménage. La vie n'était pas facile, mais Achraf a découvert le football, et le football est devenu son échappatoire. Il a rejoint le célèbre centre de formation du Real Madrid, la Fabrica, en 2006, à l'âge de 8 ans seulement, après avoir joué pour un club local de son quartier. Pendant plus d'une décennie, il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes du club. En 2016, à 17 ans, il jouait déjà pour le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve. Et en octobre 2017, à 18 ans, il a fait ses débuts en équipe première du Real Madrid, entrant en jeu à la mi-temps lors d'une victoire en Liga contre l'Espagnol. À peine 2 mois plus tard, il a marqué son premier but pour l'équipe première lors d'une victoire écrasante 5-0 contre Séville. Il était lancé. Pour lui permettre de jouer régulièrement, le Real Madrid l'a prêté au Borussia Dortmund en Allemagne en 2018. Près de 2 ans a tout changé. Hakimi est devenu un joueur complètement différent en Bundesliga, une vitesse fulgurante, des débordements incessants, des buts, des passes décisives et une technique qui faisait trembler les défenseurs partout. Il a marqué 12 buts et délivré 17 passes décisives en 74 apparitions pour Dortmund. À son retour, les clubs de toute l'Europe se sont arrachés ses services. C'est l'Inter Milan qui a remporté cette bataille en le recrutant définitivement en juillet 2020 pour environ 40 millions d'euros. À l'Inter, sous la houlette d'Antonio Conte, Hakimi a fait partie de l'équipe qui a mis fin à une disette de 11 ans en championnat, remportant le titre de Serie A en 2021 avec 91 points, contribué à 7 buts et 8 passes décisives en Serie A rien que cette saison-là. Il était éblouissant et il n'avait que 22 ans. Quelques mois seulement après avoir remporté le Scudetto, le Paris Saint-Germain l'a approché. Et cette fois, le montant du transfert s'élevait à 60 millions d'euros. Il a fait ses valises pour Paris. Au PSG, Hakimi est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de la Ligue 1. Il a remporté 4 titres de champion consécutifs. Il est devenu le vice-capitaine de l'équipe. Il a marqué des buts décisifs en Ligue des Champions. Puis, en 2025, il a réalisé ce dont le PSG avait toujours rêvé. Il a aidé le club à remporter la Ligue des Champions de l'UEFA pour la toute première fois. Il a inscrit le premier but de la finale, une victoire écrasante 5-0 contre son ancien club, l'Inter Milan. La même année, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, l'a qualifié de meilleur arrière-droit du monde. Il a remporté le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. Il figurait parmi les 30 joueurs présélectionnés pour le Ballon d'Or. Il a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2029, touchant, selon certaines sources, environ 70 millions d'euros dans le cadre de ce nouveau contrat, ce qui faisait de lui l'arrière latéral le mieux payé au monde. À tous égards, sa carrière était alors à son apogée. Puis survint l'affaire qui a tout changé. Dans la nuit du 24 au 25 février 2023, une femme de 24 ans, dont le nom a été changé en Emma dans les médias, s'est rendue en taxi au domicile de Hakimi à Boulogne-Billancourt, une banlieue à l'ouest de Paris. Le taxi avait été commandé et payé par Hakimi lui-même. Emma avait rencontré Hakimi sur Instagram en janvier 2023. Ils avaient échangé des messages pendant environ un mois avant qu'elle n'accepte de le rencontrer en personne. Cette nuit-là, elle était nerveuse. Elle a envoyé des messages à son amie, Jade, tout au long du trajet, disant qu'elle se sentait stressée et qu'elle voulait rentrer chez elle. Mais elle y est allée quand même. L'appartement de Hakimi était un logement de 3 étages et 300 mètres carrés qu'il louait 18 000 € par mois. Son épouse de l'époque, l'actrice hispano-tunisienne Hiba Abouk, serait alors en vacances à Dubaï avec leurs 2 jeunes fils. Emma a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'une fois à l'intérieur, les choses avaient
dégénérer rapidement et sans son consentement. Elle a envoyé des messages en temps réel à son ami Jad pour lui décrire ce qui se passait, disant d'abord qu'il l'avait attrapée et se montrait insistant, puis écrivant qu'elle lui avait dit qu'elle n'était pas comme ça. À 2h48 du matin, elle a envoyé un message à Jad pour lui dire qu'elle avait été violée. Elle a déclaré avoir réussi à le repousser, avoir quitté l'appartement, s'être assise sur un banc à l'extérieur et avoir attendu 13 minutes que Jad arrive pour la récupérer. Plus tard dans la journée, le 25 février, Emma s'est rendue au commissariat de Nogent-sur-Marne, une banlieue au sud-est de Paris. Elle a déposé ce que l'on appelle dans le système judiciaire français une main courante, un rapport écrit officiel des faits, sans porter officiellement plainte. Elle a déclaré craindre des répercussions et l'attention des médias si elle allait plus loin. Malgré cela, le parquet de Nanterre a décidé d'ouvrir une enquête. Quelques jours plus tard, le 3 mars 2023, Hakimi a été interrogé par les enquêteurs et a été formellement mis en examen pour viol par un juge d'instruction. Il a été placé sous contrôle judiciaire et s'est vu interdire tout contact avec la victime présumée. Il n'a pas été placé en détention et a été autorisé à poursuivre sa vie normale, y compris à jouer au football. En droit français, une mise en examen à ce stade signifie que les enquêteurs ont des motifs suffisamment sérieux de soupçonner qu'un crime a été commis, mais qu'ils se donnent plus de temps pour examiner l'affaire avant de décider s'il convient de la poursuivre. Hakimi a immédiatement et fermement tout nié. Son avocate, Fanny Collin, a déclaré que son client nie fermement les accusations et a qualifié la plainte de tentative d'extorsion, ce que les Français appellent du racket. Collin a mis en avant des messages WhatsApp échangés entre Emma et Jad, dans lesquels Jad avait écrit, alors qu'Emma était dans l'Uber en route vers le domicile de Hakimi, des phrases telles que « essaye d'obtenir les codes et tout le reste, on va le plumer » et « on est des filles du quartier ». Du côté d'Emma, on a affirmé que ces messages étaient une blague, destinée à l'aider à se calmer avant la rencontre. La partie de Hakimi y a vu la preuve d'un coup monté. Le PSG a publiquement soutenu son joueur. Le club a déclaré qu'il soutient le joueur, qui a fermement nié les accusations et fait confiance à la justice. Son épouse de l'époque, Hiba Abouk, a rompu le silence environ un mois plus tard, fin mars 2023, affirmant qu'elle et Hakimi avaient en réalité déjà décidé de se séparer avant que les allégations ne soient rendues publiques. Elle a ajouté « Dans ma vie, j'ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes ». La procédure de divorce qui a suivi est devenue une histoire à part entière, notamment avec la révélation largement relayée selon laquelle Hakimi ne semblait posséder aucun bien personnel, tout étant enregistré au nom de sa mère, laissant Abouk sans aucune compensation financière issue du partage des biens. Pendant des mois, l'enquête pour viol s'est poursuivie discrètement à huis clos. Hakimi a continué à jouer, il a continué à gagner. Contrat au PSG a été prolongé. Il a remporté la Ligue des Champions. La vie sur le terrain a continué comme si de rien n'était. Mais l'enquête avançait. Il vaut la peine de s'arrêter un instant ici, car c'est exactement le genre de contradiction qui est au cœur de tant d'affaires impliquant des athlètes de haut niveau. D'un côté, vous avez un footballeur de classe mondiale qui accomplit les plus grands exploits de sa carrière, soulever le trophée de la Ligue des Champions, marquer en finale, être acclamé comme le meilleur au monde à son poste. De l'autre côté, à huis clos, les enquêteurs construisaient discrètement un dossier contre lui. Les journalistes fouillaient, une jeune femme attendait, et le fossé entre l'image que le public voyait et ce qui se déroulait réellement sur le plan juridique n'aurait pas pu être plus grand. Telle est l'étrange réalité de ces affaires. Les projecteurs restent braqués sur le football. La procédure judiciaire se déroule dans l'ombre, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le 1er août 2025, plus de 2 ans après la plainte initiale, le parquet de Nanterre a pris une mesure décisive. Il a officiellement demandé au juge d'instruction de renvoyer l'affaire Hakimi devant un tribunal correctionnel. Dans un communiqué, le parquet a déclaré qu'il appartenait désormais au juge d'instruction de prendre une décision. La demande avait été signée par le procureur Hervé Lolic, qui, après avoir examiné le dossier, avait conclu que le récit d'Emma, selon lequel elle avait subi une pénétration digitale contre son gré après un baiser consensuel, était suffisamment crédible pour justifier un procès. Selon des informations du Monde, qui a obtenu une copie du réquisitoire du parquet, plusieurs éléments clés étayaient cette conclusion. Tout d'abord, il y avait les messages envoyés en temps réel par Emma à Jad pendant l'incident, qui montraient un changement clair et soudain dans son état d'esprit. Le parquet a noté que le moment et le contenu de ces messages correspondaient à ce qu'elle avait déclaré à la police et aux enquêteurs par la suite. Ensuite, il y avait le témoignage d'une autre femme qui s'était rendue à l'appartement de Hakimi plus tôt dans la même nuit, entre 23h10 et 0h15, avant l'arrivée d'Emma. Cette femme, qui avait rencontré Hakimi via une application de rencontre, a déclaré aux enquêteurs que Hakimi l'avait embrassée, lui avait touché la poitrine, s'était frotté contre elle et avait commencé à déboutonner son pantalon, mais s'était arrêtée lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles. La défense de Hakimi s'est appuyée sur ce témoignage pour affirmer qu'il respectait le consentement, mais l'accusation a fait valoir que cela révélait un schéma récurrent montrant le désir manifeste de Hakimi d'avoir des relations sexuelles cette nuit-là, dans des circonstances très similaires à celles décrites par Emma. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus controversé, il y a eu le témoignage
témoignage de Kylian Mbappé. Selon des informations du journal sportif français, lorsque Mbappé a été interrogé en tant que témoin par les enquêteurs le 14 avril 2023, il aurait déclaré que Hakimi lui avait dit qu'il y avait eu caresses mutuelles sur les parties intimes lors de la rencontre avec Emma. L'accusation a fait valoir que cette description ne correspondait pas à ce que Hakimi avait déclaré aux enquêteurs, à savoir qu'il n'avait échangé que 4 baisers et rien de plus. Hakimi a ensuite tenté d'expliquer cette contradiction en affirmant que lorsqu'il avait parlé de parties intimes à Mbappé, il faisait référence au dos, à la nuque ou aux cheveux et non aux parties génitales. Le parquet a jugé cette explication peu convaincante. L'avocat de Hakimi a réagi en affirmant que la déclaration de Mbappé concordait avec la version de son client et en suggérant que le parquet aurait dû interroger à nouveau Mbappé s'il avait des doutes. Les représentants de Mbappé ont refusé de commenter publiquement l'affaire en cours. Hakimi a rompu son silence public en septembre 2025 en accordant une interview à la chaîne de télévision française Canal+. C'était la première fois qu'il s'exprimait ouvertement sur l'affaire. Il a déclaré que c'était la chose la plus difficile qui me soit jamais arrivée. Il a parlé de ses enfants, ses 2 jeunes fils, Amine et Naïm, en disant que cela lui faisait mal de savoir qu'un jour, il lirait sur Internet des choses sur leur père qu'il estimait fausses. Il a déclaré avoir pleinement coopéré avec les enquêteurs et leur avoir fourni son ADN. Il a qualifié l'accusation de mensonge, a affirmé n'avoir jamais rien fait de mal et a décrit toute cette affaire comme une tentative de chantage visant à lui soutirer de l'argent. Il a déclaré se sentir serein et faire confiance au système judiciaire. « Je sais qui je suis », a-t-il déclaré à Canal+. « Je sais que je n'ai rien fait et je ne ferai jamais rien de tel. » Puis vint le 24 février 2026. Ce matin-là, il a été annoncé qu'un juge avait officiellement ordonné qu'Achraf Hakimi soit jugé par un tribunal pénal. L'affaire serait entendue par le tribunal correctionnel du département des Hauts-de-Seine. Aucune date n'avait encore été fixée pour le procès, mais la décision était prise. L'affaire allait être portée devant les tribunaux. Quelques heures plus tard, Achraf Hakimi a publié une déclaration sur X. On pouvait y lire « Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, même si je la conteste, et que tout prouve qu'elle est fausse. C'est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. Tant sereinement ce procès, qui permettra à la vérité d'être révélée publiquement. » Son avocate, Fanny Collin, a confirmé la mise en jugement dans un communiqué. Elle a immédiatement annoncé qu'elle ferait appel de la décision du juge. Elle a déclaré que le procès avait été ordonné sur la seule base du témoignage d'une femme qui, selon elle, a fait obstruction à toutes les enquêtes, a refusé tous les examens médicaux et les tests ADN, a refusé que son téléphone portable soit examiné et a refusé de donner le nom d'un témoin clé. Elle a également fait référence à 2 expertises psychologiques distinctes de la plaignante qui, selon elle, ont toutes 2 conclu à un manque de clarté quant aux faits et à l'absence de signes de symptômes post-traumatiques. Madame Collin a clairement indiqué qu'elle et Monsieur Hakimi exploreraient toutes les voies juridiques disponibles pour contester cette décision. L'avocate de la plaignante, Rachel Flore Pardo, a réagi de manière très différente. Elle a déclaré que sa cliente avait accueilli la nouvelle avec soulagement et que la décision était tout à fait cohérente avec les éléments du dossier. Pardo a également profité de l'occasion pour faire valoir un point plus général. Cette affaire rappelait tout le chemin qu'il restait à parcourir dans le débat mondial sur les violences sexuelles, en particulier dans le football professionnel. Elle a déclaré qu'il existait encore des domaines où le mouvement MeToo n'a pas encore franchi le mur du son, principalement dans le football masculin. À peine un jour plus tard, le 25 février, Hakimi est entré sur le terrain pour le PSG lors du match retour des barrages des 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA contre Monaco. Il a débuté la rencontre. Le PSG avait remporté le match aller 3-2 au stade Louis II de Monaco, Hakimi ayant lui-même inscrit le but égalisateur lors de cette rencontre. Lors de sa conférence de presse avant le match contre Monaco, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a été interrogé sur la question de savoir si l'annonce du procès changeait quelque chose pour l'équipe ou si Hakimi restait vice-capitaine. Sa réponse, cela relève de la justice, ni plus ni moins. L'image était frappante. L'un des meilleurs footballeurs du monde entrant sur le terrain à peine 24 heures après qu'un procès pour viol ait été ordonné contre lui, sous les yeux de millions de téléspectateurs, comme s'il s'agissait d'une soirée de Ligue des Champions comme les autres. Pour certains, c'était la preuve que le monde du football ne prend pas ses affaires suffisamment au sérieux. Pour d'autres, cela reflétait le fait qu'une mise en accusation n'équivaut pas à une condamnation, que dans un système juridique fondé sur la présomption d'innocence, un joueur a le droit de poursuivre sa carrière jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu. Car voici ce qu'il est important de comprendre concernant l'état actuel de cette affaire. Hakimi n'a été condamné pour rien. Un procès a été ordonné, mais aucune date n'a encore été fixée. Son avocat prévoit de faire appel de la décision de renvoi en jugement. La procédure judiciaire
judiciaire française est toujours en cours. Mais il est également vrai que la loi française prend le viol très au sérieux. Si Hakimi est reconnu coupable, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Ce n'est pas une amende, ce n'est pas une suspension, c'est le genre de peine qui mettrait fin à tout, sa carrière, sa réputation, sa liberté. Et l'accusation elle-même n'est pas quelque chose qui peut être facilement écarté. Il existe des messages en temps réel datant de cette nuit-là. Une deuxième femme a décrit un comportement similaire de la part de Hakimi plus tôt dans la soirée. Il y a une contradiction entre ce que Hakimi a déclaré aux enquêteurs et ce qu'il aurait dit à Mbappé. Ce sont ce genre de détails qui ont convaincu le procureur, après 2 ans et demi d'enquête, que cette affaire devait être portée devant un juge et un tribunal. Dans le même temps, la défense a soulevé des questions légitimes. La victime présumée n'a pas subi d'examen médical. Elle a refusé à 2 reprises. Son téléphone n'a pas été remis aux enquêteurs. Elle n'a pas voulu nommer un témoin clé. Il y a eu ces messages entre elle et Jade, qui, selon la défense, suggèrent un complot visant à soutirer de l'argent à Hakimi. L'avocat de Hakimi affirme que son ADN a été fourni et était disponible, et que l'enquête a finalement trouvé des éléments qui le disculpent. Rien de tout cela ne signifie que l'issue du procès est prédéterminée. Cela signifie qu'il s'agit exactement du genre d'affaires complexes et contestées que les tribunaux sont là pour résoudre. Il convient également de noter les conclusions des évaluations psychologiques. 2 évaluations distinctes de la plaignante ont été réalisées au cours de l'enquête. Selon Fanny Collin, toutes 2 ont mis en évidence ce qu'elle a décrit comme un manque de clarté concernant les événements. Cependant, ces 2 évaluations n'ont également révélé aucune tendance à l'invention ou au manque de sincérité dans le récit de la plaignante. La deuxième évaluation, réalisée en 2024, aurait conclu que Hakimi n'avait probablement aucune visibilité sur le dialogue intérieur d'Emma à ce moment-là, ce qui soulève toute une série de questions difficiles concernant la communication, le consentement et ce que chaque personne croyait qu'il se passait dans cet appartement. Ce sont exactement le genre de nuances qui rendent les affaires comme celle-ci si difficiles à résoudre en dehors d'une salle d'audience. Et c'est précisément pour cela que la procédure judiciaire existe. Ce qui rend tout cela encore plus difficile à regarder, c'est de savoir qui est Hakimi, ou plutôt qui il était censé être. C'est un homme qui a grandi dans la pauvreté, un homme dont les parents ont tout sacrifié pour lui donner une chance de mener une vie différente, un homme qui a représenté le Maroc à la Coupe du Monde et a converti tout un continent lorsque les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales en 2022, un homme qui a marqué un penalty à la Panenka contre l'Espagne en 8e de finale et est devenu un héros national du jour au lendemain, le genre de footballeur qui fait rêver les enfants de Madrid, de Casablanca et de Paris en leur faisant croire qu'ils peuvent y arriver eux aussi. Et cette histoire était vraie, la pauvreté était bien réelle. Sa mère fait le ménage chez des particuliers, son père vend des objets dans la rue. Ce gamin de 8 ans qui a rejoint la Fabrica et a passé plus d'une décennie à devenir le joueur qu'il était destiné à être. Rien de tout cela ne disparaît à cause de ce qui se passe actuellement. Mais rien de ce qui se passe actuellement ne disparaît non plus à cause de cette histoire. Ces 2 réalités coexistent et il est difficile de les accepter toutes les 2 en même temps. Précisément ce malaise qui rend les affaires de ce genre si difficiles pour les supporters, pour les médias et pour le sport lui-même. Et c'est ce qui rend ce moment si compliqué. Car si Hakimi est innocent, s'il dit la vérité et qu'il s'agissait bel et bien d'une tentative orchestrée pour lui extorquer de l'argent, alors c'est un homme soumis à un processus d'humiliation publique pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et le mal est déjà fait pour sa réputation. Mais si la femme dit la vérité, alors c'est une personne qui a vécu une expérience profondément traumatisante, qui s'est rendue au poste de police, qui a essayé de se taire et qui a passé 3 ans à voir l'un des footballeurs les plus célèbres du monde continuer à faire la fête et à être célébré pendant que son affaire suivait son cours devant les tribunaux. Ces 2 possibilités ont un poids énorme. À l'heure actuelle, aucune date de procès n'a été fixée. L'avocat de Hakimi fait appel. PSG ne l'a pas écarté de l'effectif. Le Maroc ne l'a pas exclu de l'équipe nationale. Il est toujours prévu qu'il joue à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, où le Maroc affrontera l'Écosse, Haïti et le Brésil lors de la phase de groupe. La machine du football continue de tourner. Mais la vérité que l'histoire d'Achraf Hakimi, autrefois si irréprochable, si inspirante, si facile à célébrer, ne sera plus jamais racontée de la même manière. Chaque but qu'il marquera désormais sera accompagné d'un astérisque dans l'esprit des gens. Chaque fois que son nom apparaîtra sur une feuille de match, une partie du monde s'interrogera. Et lorsque ce procès aura enfin lieu, quelle que soit la date, le monde entier aura les yeux rivés dessus. La communauté du football est contrainte depuis des années de se confronter à des questions difficiles sur la responsabilité et le pouvoir. Cette affaire est le dernier et le plus retentissant rappel que ces questions ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un s'est centré du pied droit mieux que quiconque sur Terre. Pour l'instant, nous attendons. La justice avance lentement, mais elle avance. Et quelque part à Paris, une date de procès approche. Quand ce sera le cas, notre façon de parler d'Achraf Hakimi ne sera plus jamais la même.
Que pensez-vous qu'il va se passer lorsque cette affaire sera enfin jugée? Pensez-vous qu'Hakimi sera reconnu coupable ou que les arguments de la défense tiendront la route devant le tribunal? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Goal Rivals pour ne pas manquer les prochaines.